Salut. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai changé de boulot, donc j'avais un petit peu de pain sur la planche, et puis il faisait pas beau, quoi. Et pour ce que j'ai à montrer, je pense que c'est important qu'il fasse beau. Et à propos de beau, justement, c'est une question que je me posais, c'est est-ce que c'est universel, la beauté? Parce que quand on regarde ce qu'il y a autour de moi, je pense qu'on peut tous dire que c'est moche. Quand on regarde ce qu'il y a devant moi, eh ben, je pense qu'on peut tous dire que c'est beau. En fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les voitures, l'effet est le même. Qui que ce soit qui regarde cette voiture tourne la tête. Et il tourne pas la tête parce que ça fait un boucan d'enfer, et il tourne pas la tête parce que y a des petites lumières partout. Je pense qu'il tourne la tête parce que objectivement, c'est harmonieux, c'est joli, quoi. Regardez ces courbes. Je pense qu'on regarde cette voiture pour ses formes. Cette voiture ne possède pas les artifices actuels. Cette voiture utilise les codes classiques des années 60. Et pour moi, dans les années 60, il y avait deux types de GT. Il y avait l'école Aston Martin, avec les feux avant dans le prolongement des ailes, les feux arrière également dans le prolongement des ailes, donc des éléments dissociés. Et on retrouve ça aussi chez les Porsche, les Carrera, les 911. Donc vraiment des éléments distincts du capot. Et puis après, il y a l'école Jaguar, l'école Jaguar type E, par exemple. La type D aussi. Mais aussi chez Ferrari, certaines Ferrari, la 250 GTO par exemple. Ou bien la Ferry 750 Sport. Mais ça, je pense pas que vous connaissiez. J'en parlerai un jour. Celle-là, elle fait partie de la seconde catégorie. Donc c'est vraiment le prolongement de la type E. Et on voit ça avec sa calandre. Et les phares qui font partie du même élément de volume que le reste du corps de la voiture. C'est pour ça qu'on retrouve ou que le mot harmonie correspond bien à la voiture. Alors ce qui est marrant avec celle-là, c'est que, comme vous remarquerez, on a deux badges. C'était pas suffisant, un badge. Ça, c'est parce que l'ancien propriétaire, il aimait pas le petit Jaguar qui sortait du capot. Moi, j'aime ni l'un ni l'autre. J'aimerais bien le retirer, mais je pense que si je le retire, il y a un trou. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité. Un autre truc qui est marrant, c'est le 4 litres. Si je ne m'abuse, en anglais, ça se dit liter. Et là, ça a l'air d'être du français, mais il manque un S, quoi. Alors j'ai vérifié sur la MK2 3 litres 8, 3 litres 8,
3,8 litres, il n'y a pas de S non plus. Sur la S-Type 3 litres, il n'y a pas de S non plus. Donc, je sais pas. Il y a sans doute une explication, mais moi, ça me fait plus marrer quand j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'est gouré sur absolument toutes les gammes. Il y a un élément de design que je trouve particulièrement réussi sur cette voiture. Et c'est vraiment pas courant. Encore une fois, c'est une question d'époque. Et puis, il fallait oser, dans les années 90, sortir ça. C'est l'aile avant, là. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais on s'aperçoit que la roue, elle est à l'intérieur du passage de roue. Hein, on a vraiment l'aile avant qui dépasse et la roue qui est rentrée. C'est vraiment, ça va à l'encontre de tous les codes actuels où on a tendance à faire sortir les roues, à même mettre des cales pour que la roue soit à l'alignement parfait de la carrosserie. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas dessiner, en fait, je pense. Mais alors ça, c'est assez incroyable. Et je pense que quand on regarde la Jaguar Type E, et ben la Jaguar Type E, elle a exactement ça. Et pareil, une aile un peu proéminente avec la roue rentrée dans l'aile. Et ça, c'est classe. C'est vraiment classe. C'est vraiment une réussite. Donc c'est vraiment un élément de design assez sympa. On a l'impression d'être dans une sorte d'avion, un cockpit d'avion en fait. Ces ailes toutes rondes qui ressortent par rapport à l'alignement des fenêtres. Alors comme je disais tout à l'heure, on a les feux arrière qui sont aussi dans le prolongement de la forme générale de la voiture. Alors le petit truc que j'aime moins, mais bon c'est personnel, mais je crois que c'est partagé aussi, c'est le pare-choc tombant. Donc cette ligne là qui rejoint pas grand chose en fait. En fait, on aurait préféré que le pare-choc soit un même élément que le reste du corps de la voiture. Parce que c'est peut-être la chose qui est pas complètement réussie sur la voiture. Donc cette voiture, elle est construite sur la base de l'XJS, donc la Jaguar XJS. Et c'est une base qui a été développée dans les années 70 pour succéder à la Type E. Et alors ils l'ont utilisé, c'est quand même assez fort de la part de Jaguar, mais ils sont assez coutumiers du fait, puisque leur XJ a duré 35 ans. Et bien la XJS, elle a fait à peu près pareil. Et donc de la base de la XJS est sorti l'XK8, mais aussi l'Aston Martin DB7. L'Aston Martin qui partageait avec le V12 5 litres 9, mais aussi le 3 litres 2 600 lignes, qui est en fait le même moteur que celui de ma XJ40, mais avec un compresseur en plus. Donc au lieu de développer 200 chevaux, il en développe 335, je crois. Alors pour ceux qui se demandent si on peut partir en vacances ou en week-end avec ça, on peut. Alors on ouvre le coffre comme ça. Et il y a aussi un bouton à l'intérieur de la voiture. Et en fait c'est carrément logeable. On peut mettre 2 belles valises. Bon après partir à 4 c'est un peu plus galère je pense. Hein.
Donc ça c'est le couvre-capote qui s'installe pour les longs trajets décapotés. Ça c'est la galette de secours et puis on a un compartiment batterie. Alors quand il n'y a plus de batterie parce que c'est une serrure électrique, ce qui est pas mal c'est que on a une petite serrure qui est planquée ici. Voilà. Et ça c'est pratique, ce qu'il n'y a pas sur la XK. Parce que la XK, quand on n'a plus de batterie, je crois qu'il faut... il n'y a pas de serrure en fait. Hein. Donc il y a des techniques, mais comme j'ai pas d'XK, je me suis pas encore intéressé. Alors pour ceux qui se demandent si on peut, pour les pères de famille comme moi, si on peut rouler avec ça avec des enfants, eh ben oui, je confirme. Faut avancer au maximum le siège. Et là, on peut mettre un enfant de 8 ans. D'ailleurs, on voit que il y a des enfants parce que c'est dégueulasse. Et une petite fille de 5 ans. Voilà. Mais allez pas chercher au-delà parce que un ado il rentre pas et c'est quand même extrêmement confiné. Hein. Vous remarquerez les sièges. On dirait des baquets. En tout cas, ils sont d'un seul tenant. Les dossiers sont d'un seul tenant avec l'appui-tête intégré. La seconde version de la XK8 est sortie avec des sièges beaucoup plus épais, sans doute plus confortables, mais beaucoup plus épais avec un appui-tête dissocié. Et je trouve que c'est moins élégant. Et en plus de ça, ça a pour effet d'épaissir le siège et donc de laisser encore moins de place aux passagers arrière. Enfin, aux petits passagers arrière. Alors, on va aller voir l'intérieur. Alors oui, j'avais ça sur ma 406 coupé aussi. Quand on ouvre ici la fenêtre, pour éviter de la casser en ouverture, elle bouge. Fallait oser, hein, un tableau de bord entièrement en bois qui doit faire dans les 20 cm d'épaisseur. Ça aussi, c'est vraiment old school. C'est vraiment très 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 élégant. Avec 3 compteurs centraux qui donnent vraiment cette impression d'être dans une voiture de sport des années 60. Alors que bon, on a quand même 3 informations assez communes sur les voitures, disons les voitures de sport. La température d'huile, l'heure, pas très original, et le voltage de la batterie. Après, on a les 3 compteurs également dissociés. Le compte tour à gauche, la vitesse au milieu, et la jauge à essence et la jauge de température d'eau à droite. Après, on a un petit ensemble de boutons pour l'ordinateur de bord, pour les informations de kilométrage des tripes A et B. Et après, les commandes au volant, assez classiques, du régulateur de vitesse qui s'enclenche ici et qui se règle après au volant
plus, moins et cancel. Et après, on a la commande de la radio et éventuellement du téléphone sur les modèles où il y avait un téléphone. Alors après, ça c'est marrant, mais c'est le valet. Donc il y a une troisième clé qui est fournie en principe avec les XK8, une clé verte. Et elle sert à, je crois, exclusivement à démarrer la voiture sans pouvoir accéder au coffre. Et quand on déclenche ça, on ne peut pas ouvrir le coffre. C'est pour confier la voiture à un voiturier. C'est un truc dont je me servirai jamais. Là, c'est le réglage de l'intensité lumineuse des compteurs, des instruments. Et ici, c'est le réglage du volant en profondeur et en hauteur. Après, on a le coffre et la jauge, le réservoir d'essence, la trappe à essence. Il a un petit compartiment qui est quand même bien pratique, dans lequel je mets mon portefeuille quand je fais de l'autoroute. Ensuite, on a le réglage des sièges sur les côtés qui tombent bien sous la main. Le poste de radio. Et puis la clim, qui est quand même sacrément plus simple que sur la J40. Là, merci Ford. Parce que c'est complètement intuitif, quoi. On attrape la température. Là, c'est la température qu'on souhaite à l'intérieur de l'habitacle. Ici, on a la température extérieure. Ici, on l'a en Celsius. Et sinon, en Fahrenheit. Super utile. Voilà. Et puis après, c'est simple. Là, on a l'orientation des phares. Comme si on allait rouler hyper chargé avec la voiture. Mais bon, je pense que ça doit être obligatoire. Et puis ça, c'est les sièges chauffants de chaque côté. Et alors là, c'est vraiment un kiff de rouler capote ouverte avec les sièges chauffants. Donc là, poste à cassette, mais avec chargeur CD dans le coffre. Très bon système de son aussi. Et là, la commande de la capote. Cette fois, on a une boîte à gants qui est plutôt logeable. Ils ont réussi à mettre l'airbag et la boîte à gants, ce qui est absolument incroyable. Et puis après, on a cet élément central, là, la coudoir centrale, avec ce machin-là, porte-gobelet, qui nous vient droit des États-Unis, parce que dans les bagnoles américaines, il y a forcément un porte-gobelet. Je comprends pas. C'est vraiment... ça va pas du tout avec la bagnole. Le porte-gobelet dans un cabriolet, je comprends pas. Bon, c'est vraiment... Ouais, c'est un élément de beauf, je trouve. Et en plus, voilà, ce qui m'énerve, c'est que ça tient pas. Donc on est obligé de l'enfoncer là comme ça et de bousiller un peu le cuir. Et il n'y en a pas une dont la coudoir centrale soit pas touchée par ce problème. Après, on a un petit vide-poche et notre cendrier qui a dû servir parce que là, c'est typiquement le mec qui conduisait et qui a essayé d'écraser sa clope sur le tunnel central. C'est un peu dommage. Voilà. Même si ça m'arrive de fumer, je fumerai pas dans cette caisse, quoi. C'est quand même trop dommage. Voilà, mais globalement, c'est quand même une belle voiture. Il y a du bois et du cuir. Et alors, ça sent bon. Ça sent comme dans toutes les Jaguars que j'ai eues. C'est hyper agréable. Alors, on va essayer la capote.
Et voilà. J'espère que ça tombera jamais en panne. On va essayer de la démarrer. Enfin, essayer de la démarrer. Je pense qu'elle va pas trop poser de problème. Alors, faut pas s'attendre à un bruit de dingue, hein, mais c'est quand même très feutré, très délicat, très sobre. C'est british. Et donc, contrairement à ce que les gens croient, c'est un moteur anglais. C'est un moteur de l'ère Ford de Jaguar, mais c'est un moteur développé exclusivement par Jaguar. Et donc son nom de scène, c'est AJ26, qui s'est appelé après AJ27 parce qu'ils ont ajouté l'admission variable. L'admission variable, c'est quoi? C'est un calage variable des arbres à cames qui permet une ouverture soit petite, soit grande des soupapes d'admission. Ça permet de régler pour un usage très modéré à bas régime une admission, donc des ouvertures de soupapes peu ouvertes. Et dès qu'on va solliciter à fond la pédale d'accélérateur, on va avoir une ouverture, une grande ouverture des soupapes. Voilà. C'est un système qui existe quand on entend VVTI, VTEC, ces choses-là, ou Vanos chez BM, et ben c'est des systèmes de calage variable, des cames d'arbre à cam. Alors, ce moteur, ce que j'aime avec ces voitures, c'est l'ouverture près du pare-brise. Voilà. Ça aussi, ça fait old school, et ça aussi, c'est classe. Donc un bon gros V8 4 litres, globalement fiable. Avec un point à surveiller absolument, c'est les tendeurs de chaîne de distribution, primaire et secondaire. En fait, il y a 4 chaînes. Il y a 2 chaînes primaires, une par bande cylindre, qui vont entraîner donc de la poulie de Villebrequin tout en bas du moteur jusqu'à l'admission d'air. Donc ça fait 4 chaînes en tout. Et donc les tendeurs de ces chaînes sur les premiers modèles étaient en bakélite, donc un composant, une sorte de plastique, mais je ne saurais pas le décrire autrement, et qui est très très dur et qui explose quand il est mal lubrifié ou quand il a des légères amorces de rupture. Et le résultat, c'est que la chaîne peut se bloquer. Il peut y avoir un décalage entre la course des cylindres et puis la course des soupapes, et donc une percussion entre les têtes de soupapes et les têtes de cylindres, et donc une casse moteur très probable. Bon, sur la mienne, ça a été changé, je l'ai vérifié avant d'acheter la voiture. Et si vous avez ce 4 litres ou qui est sur les S-Type, les premiers modèles de S-Type, qui est sur les XJ X308 et qui est également sur les XK8 bien sûr, et il y a une version 3 litres 2 de ce V8, et tous ils sont concernés par ça. Donc changer les tendeurs pour des tendeurs en aluminium en préventif, parce que ça pètera un jour ou un autre. Pourquoi ça pétait plus particulièrement, c'est que l'huile qui est contenue dans le bas moteur, dans le carter, elle va migrer peu à peu
au fur et à mesure que le moteur monte en température dans la partie haute du moteur. Et donc dans la partie haute des poulies d'arbre à canne. Et donc pour lubrifier en fait tout ça. Si on tape dedans à froid, eh bien, lui il n'a pas le temps de prendre sa viscosité optimale et de migrer correctement dans le haut moteur, et donc souvent c'est ce qui crée des casses de tendeur de chaîne. Voilà, hormis ça, j'ai pas entendu dire qu'il soit très fragile. Et après il y a cet élément là, ça c'est le boîtier ABS, et il a tendance à se corroder. En tout cas les circuits imprimés à l'intérieur ont tendance à se corroder, et donc à faire des faux contacts et à mettre l'ABS et donc le contrôle de propulsion en défaut. Ça vaut 2500 balles chez Jaguar et 250 € à réparer, à faire réparer par des spécialistes à qui on envoie le boîtier démonté et ils ressoudent les circuits. Donc voilà, si jamais vous avez ce problème, faites pas l'erreur d'aller chez Jaguar. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, ces éléments-là qui sont des retours de vide, alors c'est le circuit d'air, mais je ne saurais pas bien expliquer, mais parfois cet élément-là n'est pas extrêmement étanche. Et donc là on perd, et cet élément-là aussi. Donc si ça c'est pas bien étanche, et souvent là on voit qu'il y a du scotch qui a été mis, c'est que dans les petites rainures, ça peut se fissurer. Et donc un moteur comme ça, qui a une perte d'air, il va perdre des performances. Donc si vous avez un moteur qui sous-performe ou qui fait des voyants moteurs, c'est-à-dire voyants avec le petit moteur qui est dessiné en orange, il y a cette possibilité-là de vérifier. Il faut démonter le cache et puis refaire l'étanchéité de ce petit joint, voire racheter même le petit conduit. Après, c'est tout ce que je peux dire. C'est un moteur vraiment très souple, très agréable en bas régime, qui peut monter vraiment haut dans les tours, et il ne faut pas hésiter à le faire. Faut pas hésiter à le faire parce que c'est des moteurs qui ont besoin de se dépenser. Je vois ça comme ça. Mais un moteur qui va tout le temps être en bas régime, il va s'encrasser forcément. Alors en essence, s'encrassera moins qu'un diesel, mais faites-les tourner, et parfois, faut pas hésiter à taper dedans. Alors, quand je dis taper dedans, c'est pas faire des grosses reprises sur l'autoroute de 110 en écrasant le champignon, parce que là c'est le convertisseur de couple qui morfle à chaque fois, et donc si vous voulez faire durer votre boîte de vitesse, utilisez plutôt le levier en J pour sélectionner un rapport haut et accélérer fort. Alors la boîte de vitesse, maintenant. Parce que quand j'ai acheté cette voiture, c'est le problème qu'elle avait. Elle faisait de manière assez régulière une performance restreinte, donc c'est un petit voyant qui apparaît sans doute par là, et orange, et qui met la boîte en défaut en 3e vitesse. Donc autant vous dire que pour monter une côte en 3e, ça fait patiner énormément l'embrayage, et ça peut foutre en l'air la boîte de vitesse. Donc faut s'en occuper rapidement. Alors quand j'éteignais le moteur et que je redémarrais, parfois ça faisait disparaître le voyant, et la boîte se remettait à fonctionner de manière parfaite, c'est-à-dire très souple, sans aucun accroc dans les passages de vitesse. Donc j'en ai déduit que c'était plus un problème
peut-être lié au sélecteur de boîte de vitesse, puisque on démarrait la voiture le matin, pas de problème, et puis au moment où on va passer en D, et ben là on avait le défaut qui apparaissait. Donc j'en ai déduit que c'était un sujet sélection de rapport. Le précédent propriétaire, il avait changé tout ce boîtier là qui s'appelle, je crois que c'est le sélecteur de vitesse. Donc ça pouvait pas être ça. Enfin, ça aurait été vraiment pas de bol, mais je suis plus parti sur le sélecteur rotatif de boîte de vitesse. Ça s'appelle Rotary Switch en anglais. Et donc c'est un élément, je l'ai là. C'est un élément qui relie le sélecteur à la boîte de vitesse et qui va donner l'indication à la boîte de vitesse du rapport qui est engagé. Et donc si ce truc là prend du jeu, vous allez voir comment c'est fait. C'est fixé clac comme ça contre la boîte de vitesse, et là on a une sorte de roue crantée qui vient se mettre sur un téton en alu qui est également cranté, et donc tout ça rentre est parfaitement ajusté, sauf que là quand on se rapproche, mais on verra peut-être pas bien, il est un peu abîmé parce que c'est du plastique mou, donc ça prend du jeu, et qui dit jeu dit rapport mal engagé, enfin en tout cas interprétation du cerveau de la boîte de vitesse comme quoi le rapport est mal engagé, et donc on se met en défaut. Voilà. Et donc ce machin est branché contre la boîte de vitesse, et là cette prise électrique est branchée sur le sélecteur. Voilà. Et donc c'est cette pièce là qui était en défaut. Donc ça c'est pas une pièce d'usine, c'est pas une pièce ZF. Donc ça veut dire que le précédent propriétaire avait déjà eu le problème. Et c'est un problème récurrent sur ces boîtes-là. Donc encore une fois, ces boîtes, elles équipent les XK8 première génération et les XJ X308 sur les 3 litres 2, les 4 litres. Donc j'imagine même pas le nombre de... Ah bah voilà, lui il s'est ouvert comme ça. J'imagine même pas le nombre de Jaguar qui ont été mises à la poubelle à cause de leur boîte de vitesse, ou à cause d'une boîte de vitesse défectueuse à cause de ce tout petit machin là, où on dit bon il faut changer la boîte, et il y en a pour 5-6 000 balles sur une voiture quand vaut 10 000, on se pose sérieusement la question de la foutre à la casse, quoi. Alors que ce petit machin là, je l'ai payé 150 balles d'occasion bien sûr. Donc ça tiendra ce que ça tiendra, parce que neuf c'est très compliqué à trouver. On peut en trouver des neufs, mais aux États-Unis, et ça coûte dans les 800 $ avec au moins 150 $ de frais de port. Voilà, c'est vraiment con, parce que la boîte en elle-même est bien, mais c'est des petits appendices comme ça qui font que c'est une vraie prise de tête. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai dit ce qu'il y avait à dire sur cette voiture. En tout cas, c'est un vrai plaisir à regarder, à conduire, et je vous conseille d'en acheter une tant que vous pouvez encore. Même si on est jeune et qu'on a des enfants, ça vaut quand même le coup. C'est vraiment... c'est autre chose, quoi. C'est autre chose à conduire. Allez, on s'arrête là. À très bientôt pour un essai routier. Ciao.